comment la gauche a réagi à ça, parce que du coup, là, Zemmour est en train de te dire la gauche est en train de chialer, etc. Est-ce que la gauche chiale? Est-ce que la gauche chiale? Bah, la gauche n'est pas jouasse, ça c'est sûr. L'inverse serait étonnant. Tu veux commencer par... Est-ce que t'as qui là en truc? J'ai un petit Jean-Luc. T'as Jean-Luc. J'ai Léaumont. T'as Léaumont. J'ai un peu de Glucksmann. J'ai un peu de Ruffin. Et j'ai du Sanders. Ok. Alors peut-être d'abord, un premier truc avant qu'on lance ça. Ce qu'on doit dire, c'est qu'il y a quand même unanimité de la gauche sur le fait que toute la gauche regrette que Trump soit élu, et tout le monde y voit le signal de la victoire d'idées factuellement xénophobes, homophobes, sexistes, transphobes, voilà, tout ce qu'on a dit, climato-sceptiques, voilà, pro-business. Le pire du pire. En fait, c'est littéralement, pour le coup, Zemmour a pas tort en disant c'est tout ce que la gauche incarne qui est battu. Alors, Kamala Harris, c'est pas très exactement la France Insoumise ou le Parti communiste français, vous aurez noté quelques différences. Mais par contre, oui, c'est effectivement, Trump incarne tout ce que la gauche déteste, ça c'est une certitude. Donc, effectivement, tout le monde est d'accord là-dessus sur le fait que pour le camp progressiste et le combat du progrès, c'est une très mauvaise nouvelle. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que chacun il va avoir sa propre lecture de la défaite de Kamala Harris. Notons que ce débat existe aussi évidemment aux États-Unis entre l'aile droite du camp démocrate et le team Bernie Sanders, et on verra ça peut-être après. Mais en France, chacun va y aller de son analyse de pourquoi c'est une débâcle pour Kamala Harris, souvent en oubliant de regarder exactement ce qui s'est passé aux États-Unis et en fait en voulant d'abord calquer son propre récit et sa propre stratégie en France sur les événements américains. Parce qu'en gros, là, c'est la guerre d'interprétation de la défaite de Kamala Harris, c'est d'abord une bataille au sein de la gauche qui existait avant, mais qui se rejoue là à travers l'élection américaine. Moi, j'ai l'impression qu'ils trouvent à chaque fois une excuse pour s'embrouiller. J'ai l'impression qu'ils trouveront toujours un truc pour s'écharper. On sait même pas pourquoi. En fait, là pour le coup, c'est pas comment dire. En fait, ce qu'on peut noter, c'est peut-être la violence des débats qui peuvent avoir lieu. En fait, le fait qu'il y ait un débat au sein du NFP, du coup, prenons le NFP comme cadre. En fait, il a pas été tranché avec les élections. Genre, même si le NFP penche plutôt à gauche, quoi dire. Mais le fait est qu'il y a toujours la ligne stratégique du PS, par exemple, la ligne stratégique de la France Insoumise, mais pas seulement, y compris celle du PCF, des Verts. Ce sont des lignes stratégiques qui convergent sur plein de trucs, mais qui sont aussi différentes. Donc, que chacun joue sa petite partition de dire bah non, c'est pas ça. Ça prouve que j'ai raison. En fait, tout le monde pense avoir raison rétrospectivement à la lecture des résultats de l'élection américaine et veut que son analyse s'impose dans la bataille médiatique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de se serper, que ça va péter de tous les côtés, mais ça prouve que ce débat il est toujours en souterrain et que des événements comme ça, des chocs comme ça fait ressortir les questions qui sont fondamentales, des questions stratégiques. Avec la volonté de faire bouger les lignes dans même du NFP. Oui, c'est une question de rapport de force après. C'est une question de rapport de force, et puis on va pas se mentir, il y a 2027 derrière. La question, c'est toujours un spectre qui plane sur les NFP. On ne sait pas comment va se passer 2027, s'il y aura un candidat unique ou pas, quel parti l'incarnera, sur quelle ligne, est-ce que c'est la ligne social-démocrate ou une ligne plus radicale, on ne sait pas ça. Et c'est toute la question qui est derrière ce débat. Et du coup, on va peut-être commencer par Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui fait un tweet. Est-ce que tu veux le lire ? En l'imitant. Non, non. J'allais le faire. Ah bah écoute, si tu te sens. Les USA ne pouvaient pas choisir la gauche, il n'y en avait pas. Quand il n'y a plus de gauche, il n'y a pas de limite à droite. Quand il n'y a pas de bataille des programmes, l'élection devient un casting. La victoire de Trump est la conséquence imparable de cette situation. Le monde va monter en tension, prudence et détermination. La France pourrait un autre chemin, un contre-modèle, non-alignement, droit international, justice sociale, planification écologique. Sinon quoi ? Ouais. Sur le papier, c'est intéressant. C'est ce qu'on a reproché à Kamala Harris, parce que il y a beaucoup d'États qui ont voté pour le droit à l'avortement, pour l'augmentation des salaires, etc. Et de l'autre côté, ils ont quand même élu Trump. Et si Kamala avait fait sûrement campagne sur ces questions-là, elle aurait peut-être attiré plus de personnes. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la plupart des trucs qu'on va lire n'ont jamais fondamentalement tort. C'est-à-dire que c'est un angle d'analyse de l'élection américaine et c'est pas que celui de Mélenchon, tout à fait audible. Ce qui est intéressant, c'est de voir que chacun va
se concentrer sur un point. En fait, probablement que tous ces facteurs ont joué, mais chacun va mettre un facteur en tête parce que c'est son arrière-pensée politique en France. Mélenchon, typiquement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en gros, Kamala Harris, ce n'était pas la gauche, c'était le centre, en gros. Et du coup, son arrière-pensée, c'est de dire si demain on y va nous avec un candidat trop mou, et on va voir à qui il pense derrière, ça va être la cata et on va faire pareil. À la fin, c'est l'extrême droite qui va gagner. C'est ça qu'il veut dire. Voilà, faut pas, il y a une arrière-pensée claire. Et si vous voulez expliciter de manière voilà, beaucoup plus claire le tweet de Mélenchon, vous avez un mélenchoniste très proche de lui, donc un ami de Mélenchon, le député Antoine Léaumont, qui lui le dit de manière beaucoup plus claire au micro de LCP. Il était à l'Assemblée nationale. Trump a fait du Trump, quoi. Et Kamala Harris a fait je sais pas quoi, du Hollande, quelque chose comme ça. Et ça donne un résultat à la fin qui est celui qu'on a sous les yeux. Et il y a une inquiétude aussi en France que certains veuillent suivre cette voie à gauche, c'est-à-dire une voie molle, une voie souple qui, à la fin, amène l'extrême droite au pouvoir. Et on ne peut pas tolérer ça en France. Donc il va falloir se réveiller et se réveiller dur, là. Non, c'est pas une surprise. En fait, Le molle, il vise quelqu'un, non? Oui, maintenant il dit Kamala Harris a fait du François Hollande. Ok. Donc, J'avais pas entendu le début. ouais, tu vois, donc Il voilà. visait clairement quelqu'un. Ouais, il visait clairement quelqu'un. Donc en fait, voilà, c'est les Insoumis qui. C'est du Mélenchon explicite, ça. Voilà, c'est la version explicitée du tweet de Mélenchon, si tu veux. C'est pour ça que je voulais qu'on le regarde. Et oui, voilà, donc typiquement, les Insoumis vont t'expliquer qu'en gros, c'était du hollandisme. Il y a une autre passe d'armes, si tu peux la mettre en même temps qu'on parle, parce que il n'y aura pas de son cette fois, mais voilà. C'est donc un tweet de Raphaël Glucksmann. Je vous passe les détails du tweet parce qu'il est pas, il est pas très politique. En gros, il parle surtout du fait que ça appelle à ce qu'on réarme l'Europe. L'Europe doit être, de pas compter sur les États-Unis avec Trump dedans et que l'Europe doit être renforcée. Bon, ils sont nombreux à avoir dit ça. Voilà, en soi, c'est pas complètement dingo. Enfin, il n'y avait pas de truc très politique sur l'analyse de la défaite de la gauche américaine. Et par contre, il y a quelqu'un qui répond. Je sais pas si tu peux, attends, je peux descendre. Ouais. Du coup, Léaumont, toujours, décidément, c'est lui qui va au charbon à chaque fois. Lui dit comment pouvez-vous être à ce point à côté de la plaque pour ne pas avoir vu que c'est votre ligne politique que vous portez en Europe et en France qui a mené aux USA à la défaite face à Trump. Vraiment, ça me sidère un tel manque de sens politique. Bon, voilà, donc typiquement, bon, alors, faut quand même se calmer. Dire que c'est Glucksmann qui a fait perdre Kamala Harris, on arrive après des raccourcis un peu chelous. Je pense qu'il fallait surtout un cap clair à Kamala Harris. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, et être meilleur sur la place publique. Non, mais enfin, en fait, le truc, c'est que, en plus, encore une fois, c'est là où la limite. Je pense que si Kamala Harris était femme politique en France, elle serait peut-être, franchement, elle serait à la Macronie ou à Horizon. Enfin, mais oui, parce que c'est voilà, ça. le champ politique américain n'est pas du tout la même que le champ politique français, donc c'est compliqué de transposer. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'il joue? Il joue la bataille entre deux lignes politiques, celle qui serait incarnée par Raphaël Glucksmann, donc social-libérale, qui supposément serait celle de Kamala Harris, et celle de la gauche radicale qui sera incarnée, que revendiquent les Insoumis, que peuvent revendiquer aussi les communistes et les écolos. Et là, du coup, on a le PS et LFI. Mais quid des Verts et des Cocos? Alors, les Verts, j'ai pas vu beaucoup de trucs passer. J'ai vu surtout beaucoup de constats. Ouais. De dire c'est une catastrophe pour le climat, etc., pour les femmes, etc., mais plus de la déploration, je sais pas si ça se dit, déplorer en tout cas, et moins d'analyse. Je crois qu'il y avait, je sais plus si on peut retrouver, je te l'ai pas envoyé, je crois, mais un tweet de Yannick Jadot aussi qui s'énervait précisément que ça commençait à partir en sucette. Ouais, est-ce que Jadot, si tu veux juste peut-être sur son compte Twitter peut-être, et qui était triste que ça parte déjà en... Peut-être pas, peut-être qui est sur la COP là, je sais pas. Non, juste en bas, ouais. Ouais, ça, très bien. Hop, tu peux le mettre. Voilà, la réaction des Insoumis à l'élection de Trump, c'est de taper le reste de la gauche et les écologistes, affligeants, pathétiques, qui souhaitent le pire pour les USA ne me surprend pas, qu'ils souhaitent le pire pour la gauche et la France en prétendant remplacer le césarisme d'extrême droite par un autre césarisme, donc celui de Mélenchon, je suppose, et suicidaire. Et Delogu, qui est insoumis, lui répond les insoumis depuis ce matin expliquent que le centrisme mou sans conviction, sans projet et méprisant, bizarrement ça fait fuir les électeurs. Yannick Jadot, vous vous sentez visiblement visé, expliquez-nous donc pourquoi. Bonne ambiance, tout ça. Voilà, c'est ce que je disais. Ça va s'asseoir à côté. Un débat. Demain à l'Assemblée, ça va s'asseoir à côté.
Ça va aller manger ensemble à la cantine? Alors, en l'occurrence, lui, il est sénateur et l'autre est Ah oui, député, d'accord. donc cette question ne va pas se D'accord, poser pour les deux. Mais oui, ça va créer des tensions au sein des groupes des députés, tu as bien raison de le dire. Par exemple, François Hollande est député, tout comme Antoine Léaumont, donc je pense qu'il a pu se sentir visé lui Bah directement. ouais, j'imagine. Mais voilà, genre, C'est Encore une dommage. fois, bon, ça c'est aussi une question de ton, c'est-à-dire qu'il y a un débat de ligne, ça on peut l'entendre, que ça se règle comme ça sur Twitter avec des petites interpellations un peu dégueu. Bon, ça contribue pas à la bonne ambiance. Ils sont pas en train de De faire la NUPES, là. Bah, ils sont pas en train de refaire la NUPES, mais en tout cas, oui, on sent que le mode de communication à la sein de la gauche a pas viscéralement bougé depuis. Enfin, il y a toujours des accrochages. Ce serait cool de faire des débats un peu dans le privé, arrêter Ouais, de c'est ça, nous faire c'est voir ça, tout ça. c'est Parce ça, que, c'est ça, en fait, ça donne surtout du grain à moudre à l'extrême droite et à la Macronie, ça. c'est ça. Et donc après, ce qui est intéressant, donc ce qu'ils disent là, effectivement, c'est quelque chose que nous-mêmes on a pu dire sur le fait que Kamala Harris a fait une campagne trop au centre. Ça, on l'a documenté en fait sur le terrain avec des reportages sur plein de segments électoraux qui nous disaient ne pas se sentir représentés dans la campagne de Kamala parce que Kamala Harris a voulu faire une campagne pour choper les républicains modérés, on va dire, les gens du centre, ce qui n'a pas marché. Et donc, elle a perdu, et ça se voit dans l'effondrement, parce qu'en fait, Trump n'a pas perdu de voix, ni trop gagné. Il a le même socle de voix qu'en 2020. Et la différence, c'est que Kamala Harris, par rapport à Joe Biden, elle a perdu, alors je sais plus où on en est des comptes, parce que ça a dû bouger depuis, mais depuis la dernière fois que j'ai regardé, elle avait perdu 12 millions de voix. En fait, Énorme. c'est pas tant l'avancée de Trump que l'effondrement des démocrates. Et ça, ça peut s'expliquer en Ah, donc partie. il a gagné le vote Il populaire a gagné le vote sans populaire. en avoir plus qu'en Non, 2016? il a les mêmes, à peu près les mêmes, sensiblement les mêmes nombres de voix. Je crois que c'est C'est dingue. 74 millions de voix, qui est à peu près ce qu'il avait en 2020. Il n'y a pas beaucoup de changements. Par contre, elle est passée, donc 80 millions, c'était le score de Biden, et là, la dernière fois que j'ai regardé, elle était à 68, je crois. C'est ridicule. Voilà. Mais de tête, c'est peut-être pas exactement ces chiffres-là, mais Non, c'est je pense que t'as raison. ordre de grandeur là. Je pense que t'as raison. Et donc voilà, donc c'est ça qui s'est passé. Et donc il y a toute une base de démocrates pro Gaza, par exemple, qui ne pardonnait pas le soutien à Israël de Biden et de Harris. Toute une jeunesse qui attendait des mesures sociales fortes sur la police, par exemple, sur la réforme de la police par rapport aux violences policières, notamment sur les Noirs. Là, je vous renvoie un documentaire, pas du tout, un reportage, pardon, de Pierre Barbancé dans nos colonnes sur Milwaukee, où il montre comment l'effondrement aussi de la Maison démocrate dans le Wisconsin, qui est un des États Ouais. clés. Voilà, La politique pour le climat aussi. ouais, le climat, Lié. le salaire minimum où elle a eu des renoncements, etc. Bref. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il y a une aile gauche du Parti démocrate qui ne s'est pas déplacée et qui validerait la thèse que, effectivement. En fait, donc là, je vais peut-être avancer, mais toute la gauche est d'accord pour dire que Harris n'a pas été à sa gauche, mais pas sur les mêmes trucs. Et Ok. donc là, par exemple, on va vous citer François Ruffin, qui lui. François Ruffin, très bon film. Déplacez-vous. Les amis. Ruffin. Après l'élection de Donald Trump, est-ce que vous vous dites que tout est possible pour vous en France ? Je pense que c'est pas le sujet. En revanche, j'observe ce qui se passe aux États-Unis. Quand la gauche abandonne les travailleurs, faut pas s'étonner que les travailleurs abandonnent la gauche. Voilà, la question économique a été la grande oubliée du Parti démocrate, pendant que, à l'inverse, Trump l'a habité. Il y a 4 ans, Joe Biden avait fait du protectionnisme économique, de la justice fiscale, ses mantras, ses points forts. Là, Kamala Harris n'en a rien fait. Quand on abandonne ça, il faut pas s'étonner qu'on soit abandonné par les salariés, par les travailleurs. Trump, c'est la victoire d'une forme de radicalité. Est-ce que la gauche française doit être plus radicale ? Est-ce qu'elle est devenue trop soft, trop molle, trop tiède ? Non, il faut qu'on soit très clair sur un certain nombre de ruptures qui sont à opérer. Il nous faut moins de mondialisation, plus de protection. Il nous faut moins de concurrence, plus de coopération. Il faut être très clair sur un certain nombre de ruptures opérées. Maintenant, je pense qu'en France, les gens sont en recherche de stabilité, sont en recherche de protection. Après l'élection de Donald Trump, est-ce que vous vous dites que tout est possible pour vous ? J'ai la même Ouais. coupe de cheveux que lui. Quoi ? J'ai la même coupe de cheveux. Oui, c'est vrai, incroyable. Et du coup, oui, comment dire, ce qui est intéressant avec Ruffin, c'est qu'il dit pas, en fait, il est d'accord sur le fait qu'elle n'était pas à sa gauche. Et lui, il dit en gros, mais lui, il dit en gros, en fait, il plaque ce qui est le credo de François Ruffin depuis le début de sa carrière, c'est-à-dire c'est les classes ouvrières qu'on a abandonnées. Et foncièrement, il a pas tort. Mais c'est vrai que lui, on sent, par exemple, les Insoumis, clairement, la cible de leur analyse, c'est faut pas refaire Hollande, quoi. Ou Glucksmann. Faut pas être sociaux-libéraux, faut pas être trop au centre-gauche. Ruffin, quand il dit
la gauche a été sanctionnée, enfin les démocrates, la gauche américaine a été sanctionnée parce que elle a oublié les ouvriers. Ils pensent aux socialistes, bien sûr, parce qu'ils pensent à Hollande, hein, typiquement, mais pas que. Ils pensent aussi, on le sait bien, aux insoumis, parce qu'on a vu les critiques de François Ruffin, qui sont des critiques qui peuvent être partagées aussi par le Parti communiste français sur les insoumis. Le clientélisme. Sont trop sur les quartiers populaires, sont trop sur les questions sociétales, sont trop machin, et du coup lâchent l'affaire sur l'économique. C'est un débat, un débat qui a lieu à gauche. Et donc, c'est marrant, en fait, on voit bien les arrière-pensées des uns et des autres. Chez Ruffin, c'est pas tout à fait la même que chez Le Moment, chez Le Moment, voilà, la même etc. que Qui clairement Sanders, cible les sociodémocrates. Je vais peut-être mettre Sanders parce que du coup Ruffin cite Sanders dans son tweet. Ok. Et on va pas tout vous lire, mais allez-y si ça vous intéresse. On va vous l'afficher là. Ça, c'est le communiqué de presse de Bernie Sanders. Donc vraiment, Je vous le glisse dans le chat, les amis. ouais, Bernie Sanders qui a d'ailleurs été réélu par ailleurs sénateur. Je le dis au passage parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Mais bon, dans le Vermont, il y avait pas trop de suspense. Donc Bernie Sanders qui se dit socialiste, qui est donc l'aile gauche du Parti démocrate, et qui du coup fait un communiqué pour expliquer que la défaite n'est pas une grande surprise et qu'il avait déjà alerté depuis plusieurs semaines que sur le tournant centriste de l'élection et le risque d'avoir une sanction parmi les classes ouvrières. Et donc c'est ce qu'il dit. En gros, il dit ce n'est pas une grande surprise car le Parti démocrate a abandonné la classe, la working class, donc la classe ouvrière. Et donc ce n'est pas une surprise que la classe ouvrière les a abandonnés, parce que Ruffin reprend mot pour mot, pardon. Et quand les démocrates défendent le statu quo, enfin quand l'establishment démocrate défend le statu quo, le peuple américain est en colère et il veut du changement et il a raison. Voilà. Et donc une colère qui s'exprimerait donc à la fois par un vote Trump ou par un non-vote pour Kamala Harris, une abstention qui donc explique l'effondrement en voix, même si quelqu'un avait dit dans le chat, attention, le comptage n'est pas tout à fait fini, et là, il reste un peu de la Californie, donc Harris va remonter en voix. Ouais, tout à fait, il faudra avoir le calcul final, mais en tout cas, a priori, vu qu'elle a moins de voix que Trump, elle a moins de voix que Biden. Ça, il n'y a pas de surprise. Nous, ça fait longtemps aussi qu'on l'écrit, mais il faut un renouvellement de la proposition démocrate. Ouais, bien sûr, mais ça c'était déjà quelque chose qu'en 2016 on était en germe, c'est-à-dire déjà 2016 c'était la défaite des 8 ans d'Obama, c'est-à-dire qu'il était sanctionné par une alternance Trump. Déjà il y avait ce côté-là, bon, le Parti démocrate maintenant il faut qu'ils arrêtent d'être un parti centriste, etc. Et en fait Biden a un peu senti quand même qu'il y avait des choses à reprendre dans les plateformes plus à gauche du Parti démocrate. Il a bien compris on qu'il y l'a vu avait sur un piquet de grève par exemple. Voilà, exactement, ce qui est déjà un truc complètement fou, hein, quand même. Oui, c'est assez rare. Promis à se déplacer sur un piquet de grève. C'est ça. C'est surtout ça qui est étonnant, c'est que là, sur les 2 dernières années, on a vu plein de syndiqués sur des piquets de grève aux États-Unis, de plus en plus de personnes s'investir. L'année dernière, à la fête de l'humain, on a reçu le mec de Amazon, là, je sais pas si tu te souviens. Ouais, j'ai plus son nom, Chris. Je sais plus, mais personnalité. Ouais. Et ces personnels-là, elles prennent de plus en plus de place dans le débat public. Et pour autant, Kamala Harris ou les démocrates, ils s'en servent pas comme. Non, c'est ça. En fait, c'est marrant parce que Trump a totalement compris que lui, il n'avait rien à secouer d'aller chercher les centristes ou les modérés. Lui, il était sur je radicalise ma base et c'est mon point d'appui et ça fonctionne. Et après, j'agrège autour. Mais vraiment, et Kamala a considéré que du coup, elle avait une base anti-Trump solide et qu'elle pouvait se permettre après d'aller chercher les républicains. Mais en fait, elle a oublié de solidifier les acquis, ce qui devrait être les acquis du Parti démocrate, c'est-à-dire cette jeunesse dont on parlait, ces gens-là qui se reconnaissent dans Sanders ou dans Alexandrina Ocasio-Cortez, dite AOC, donc la représentante de New York, de Queens. Et voilà, donc à ne pas confondre avec notre AOC. Ouais, qui est moins cool. Qui est moins à gauche. Qui est moins à gauche et qui a des enfants à Stanislas. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et donc c'est ça. Enfin, donc oui, on comprend ce que dit Sanders, en tout cas, qu'il y a une sanction là-dessus. Mais ouais, pour revenir à la question de la gauche en France, du coup, voilà, on a ce débat-là sur. En fait, chacun va accuser le camp qu'il cible en particulier dans la gauche comme un miroir de ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc encore une fois, les insoumis considèrent qu'elle a fait une campagne trop Glucksmann. Je le fais de manière extrêmement caricaturale, mais c'est un peu ça en fait. Il y a des gens qui vont considérer qu'ils ont fait peut-être des gens qui sont anti-insoumis qui vont expliquer que que Kamala a été trop woke, centrée
je mets des guillemets à woke évidemment, ça veut rien dire, mais trop donc sociétal, etc., et pas assez économique. Il y a des gens qui vont considérer que elle a abandonné les classes ouvrières et qu'elle aussi, voilà, qu'elle devrait parler avant tout de questions d'économique et sociale et lâcher le reste. Enfin voilà, bref, du coup, y a ce débat-là autour et c'est intéressant parce que tu vois comment en France, effectivement, ce débat, enfin, c'est un choc politique mondial et le fait que la France réfléchisse à ça, c'est une bonne chose. Je sais qu'on, par exemple, s'est foutu un peu de la gueule du PS hier sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont Moi, j'ai convoqué beaucoup rigolé. ouais, parce qu'ils ont convoqué un bureau. Mais en fait, c'était un peu le communiqué qui était un peu bizarre. C'était en gros, face à la situation, le PS convoque un bureau exceptionnel. Et t'avais l'impression, genre, ok, il est temps qu'on réagisse, il est temps qu'on agisse, genre, Qui êtes-vous on va réunir les Avengers. Non, mais oui, Mais en vrai, qu'un parti politique face à un choc politique à impact mondial fasse une réunion pour en tirer des leçons, ça me paraît plutôt sain, en vrai. Tu vois, c'est un truc réunion exceptionnelle, comme si tu le faisais le lendemain, ça posait Ouais, voilà. Non, mais ça, c'était la mise en scène qui était un Oui, peu, la mise en scène ouais, était un peu, grandiloquente pour voilà, rien, je trouve. qui tendait un peu le bâton pour se faire battre. Mais par contre, le fait que des partis politiques se disent, bon, ben, qu'est-ce qu'on en fait de cette victoire de Trump? Ouais, se On a questionner, peut-être des choses à en essayer de- tirer ou pas. Voilà. Après, Et toi, journaliste politique, est-ce que tu penses que cette victoire de Trump, ça va faire un petit peu bouger les lignes au sein du NFP? Ou c'est des embrouilles qui vont être enterrées dans 2 semaines? Je pense que c'est quelque chose qui va s'installer dans le temps, dans la durée. non, parce que, enfin, tu parles vraiment de la tension au sein du NFP, c'est ça que tu veux dire? Non, là, je parle de la ligne à suivre. Parce que là, Ouais. enfin, on comprend pas trop la ligne que veut suivre le NFP. On sait qu'ils ont un programme commun, mais le FI a des velléités, le PS a des velléités. Enfin, quelle Hmm. ligne ils vont suivre? Est-ce que ça va faire bouger un petit peu tout ça? Est-ce qu'il y aura un cap plus clair? Tu aimes bien, hein. Tu aimes bien ce Je suis slogan. obligé de le placer. Non, pour moi, ça règle pas la question parce qu'en fait, le fait que là, du coup, le débat stratégique a été réactivé par la question de Trump et comment dire, la violence de certains propos, enfin, en tout cas, ouais, l'agressivité quand même de la façon de mettre Donc, le débat sur la place publique. Tu l'as? Non, tu Oui. l'as pas. Si, il dormait et tout. Ah oui. Et, dormait. et du coup, non, mais voilà, je pense que le débat, en fait, le débat va continuer à avoir lieu. Et des fois, il a lieu en sous-marin. En fait, il a toujours lieu. Et des fois, il a lieu en coulisses parce qu'il y a d'autres combats qui les unissent. Et c'est pas, voilà. En fait, ça, c'est une question d'élection. En vrai, quelle ligne on porte à une élection, c'est ça, ce qui est reproché à Kamala Harris. Donc quand il n'y a pas d'élection, cette question peut être un peu en second suspens. plan et on se concentre sur des combats communs, etc. Mais dès qu'une élection approche, et typiquement la question de 2027 est toujours en suspens au-dessus des gens, puis il y a aussi la question des potentiels législatifs partiels qui va se poser. Potentiel? Ouais, potentiel, ouais. Moi, je reste à potentiel, mais un gros potentiel. Ou même des municipales en 2026. Enfin, il y a des scrutins électoraux qui vont arriver, qui à chaque fois vont reposer la question de la stratégie. Et à chaque fois, chaque parti va vouloir remettre sur le devant Ouais, essayer de tirer un peu plus la voilà. couverture Et vers en le pays. fait, si tu veux, par exemple, le NFP est un rééquilibrage, on va dire, du rapport de force interne, dans le sens où le NFP est beaucoup moins insoumis, dominé par la France insoumise que l'était la NUPES. Ça, on peut le dire. Genre, en termes de partage des circonscriptions, en termes Ok. de. Tu vois, les insoumis n'ont pas gagné de députés avec le NFP, par contre, tous les autres en ont gagné. Enfin, surtout les socialistes et les écolos. Donc, du coup, il y a un rééquilibrage. Les insoumis sont beaucoup moins majoritaires au sein du groupe, enfin, au sein de l'espace LFP à Qui l'Assemblée. pouvait l'être. Il était avec la NUPES, où c'était plus de 50% des députés de la NUPES, Ok. facile. Donc, ouais, même plus de 60%. Et donc, déjà, ça redonne des forces au Parti Socialiste qui, du coup, se dit, bah attends, là, maintenant, on peut plus dire que c'est juste Mélenchon qui écrase tout le monde. La ligne insoumise ne s'est pas imposée. La preuve, aux européennes, Glucksmann a fait un bon score. Ça prouve qu'il y a quand même des gens qui veulent voter sur une ligne social-démocrate ou voire social-libérale. Est-ce que ça veut pas dire que c'est cette ligne-là qui doit gagner? Enfin, derrière, il y a ce discours-là. Donc en fait, le débat sur, en gros, faut-il une gauche radicale ou une gauche social-libérale qui rassure les centristes? Même là, pour le coup, le débat, on voit les corollaires avec le débat aux États-Unis. Est-ce qu'il faut appuyer sur les bases de ce peuple de gauche qui attend des changements radicaux, ou est-ce qu'il faut aussi, pour gagner une élection présidentielle, convaincre les électeurs dits plus modérés, dits plus centristes?
C'est tout le débat, et ce débat-là, il revient avec la question américaine, et je pense, pour répondre à ta question, je ne pense pas qu'il sera réglé dans les 2 prochaines semaines. Est-ce que le niveau de tension et d'agressivité va rebaisser? Oui, parce qu'en vrai, il y a des pics comme ça, ils s'écharpent, et puis après ils arrêtent. Tu diras à la cantine. Ils iront boire un verre, et je pense que ça ira mieux. Manger le meilleur pain de Mais, France. tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est mon rêve, ça, de goûter De le pain goûter le pain à d'Assemblée l'Assemblée? nationale. Il est bon? J'avoue. T'es déjà allé? Non, je l'ai pas goûté. Toi, tu pourrais y aller? À l'Assemblée? Oui. Ouais, mais pas à la cantine des députés. Ça, c'est fermé aux journalistes. Ah, À la France. et la cantine où toi tu peux aller, T'as il n'y a une- pas le pain? T'as une buvette de journaliste, mais c'est pas le pain. Ou alors si c'est le meilleur pain du monde, ça m'a échappé. Mais je pense pas que ce soit le même pain. Mais c'est bon par ailleurs, hein, mais c'est sympa la buvette de l'Assemblée, mais c'est pas tout à fait. C'est pas la cantine des députés. Et encore moins celle du Sénat. Bref, on s'égare. Du coup, ouais, Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, voilà, donc pour te répondre, je pense que c'est un épisode de la. Oui, de la construction du. Voilà, du débat. Mais encore une fois, ce débat doit avoir lieu, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. C'est dommage qu'il soit fait publiquement, quoi. C'est dommage qu'il On soit a fait l'impression publiquement. de les voir uniquement s'écharper Ouais. et que tout à l'heure je te disais qu'il y a des points de convergence. Finalement, on les voit pas trop. C'est Ouais. ça qui est frustrant. Ouais. Bah, moi, j'avais fait un papier il y a 2 semaines, je crois, un truc, ou 3 semaines, sur où en est le NFP en gros, et l'attente d'union qu'il y a dans la base en fait. Il y a il y avait des gens qui me disaient par exemple, il y a des gens qui suivaient pas de manière très assidue les médias, qui les suivaient de manière un peu épisodique, comme la plupart des Français en fait, Oui. et qui me disaient, moi dès que j'entends parler de la gauche, j'entends parler de Ruffin et Mélenchon qui s'écharpent, j'entends parler de un tel qui s'engueule, parce qu'aussi les médias mettent beaucoup trop Oui, l'accent oui, sur c'est l'union, évident. sur les désunions, mais nous on a fait le travail aussi pour montrer où est-ce que ça se passe bien, mais le fait est que, y compris les gens qui attendent du serrage de coude, et ben ils voient ça, et ils sont déçus en fait. Ils voient, c'est ce que tu dis toi, c'est-à-dire, je les vois, on les voit tout le temps se disputer, ça donne l'impression. Alors qu'en fait, il y a un travail à l'Assemblée nationale qui est plutôt fait en commun, c'est-à-dire que par exemple sur le budget, le NFP il Oui. serre les coudes comme jamais. C'est-à-dire que vraiment, t'as un bloc cohérent, t'as un contre-budget du NFP quasiment, en tout cas sur le volet recettes, t'as tous les députés du NFP, y compris les sénateurs NFP, alors que l'accord du NFP est pas censé s'élargir au Sénat, mais qui sont venus dire, voilà, nous on a telle recette fiscale à proposer tu vois, Barnier propose de faire l'austérité, nous on propose ça plutôt, taxer les riches, etc. Les multinationales. Il y a aussi Et la préparation de l'abrogation de la réforme des retraites là pendant la la revue- niche de la France Insoumise. Voilà, ça c'est un truc Ça travaille ensemble. ça travaille ensemble là-dessus, ça travaille ensemble sur la lutte contre l'extrême droite, sur plein de choses. Enfin, il y a plein de facteurs. Tu vois, là, il va y avoir probablement une proposition de loi aussi, sur des questions de féminisme où en vrai il y a des convergences énormes. Enfin voilà, donc c'est faux de dire que la gauche ne passe son temps à se disputer, c'est pas vrai. Il y a du concret, il y a de l'union en acte. Par contre, il y a par ailleurs, médiatiquement, ce genre de passe d'armes qui malheureusement sont très médiatisés, et vous allez me dire, bah oui, vous en parlez, bande de cons. Oui, c'est vrai, mais en même temps, je trouve que politiquement, c'est intéressant ce qui se passe pour le coup. Mais donc, c'est pour ça que je voulais quand même préciser que la gauche ne se résumait pas à cette actualité-là. Mais ouais, ça donne pas forcément une bonne image.